Bonjour à tous et à toutes. Nous avons été heureux d'accueillir le 10 février 2021 Didier Nectou, conservateur du musée de minéralogie Mines Paris Tech. Cette conférence s'intitule Tableau périodique des éléments et minéraux et celle-ci s'inscrit dans notre cycle L'atome se livre. Laissons place dès maintenant à cette intervention scientifique. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Le sujet, c'est ce tableau périodique des éléments vu par l'œil du géologue, du minéralogiste. Et en fait, ça rejoint ce projet de livre qui vous a été présenté. Je crois qu'il y a une exposition sur ce tableau poétique des éléments qui s'inscrit en fait dans un grand événement international qui a eu lieu en 2019. C'était le 150e anniversaire de ce fameux tableau périodique des éléments tel qu'il avait été proposé par Mendeleïev. Alors, ça a été pour nous une occasion de parler de minéralogie, parce que c'est quand même avant tout une aventure de la chimie, ce tableau des éléments. Et pourtant, la minéralogie, les cailloux, c'est bien de là que viennent les éléments. C'est sur notre planète Terre. Donc, cet œil-là, même s'il semblait insolite, il était tout à fait pertinent. Et il commence, regardez, par cette magnifique pépite d'or, puisque, en fait, des éléments, eh bien, on peut en trouver directement dans la nature. C'est la première famille des minéraux qu'on appelle les éléments natifs. Et là, la nature, par ses processus géologiques, a su isoler ces éléments et donc on peut les trouver sous forme de minéraux. Alors il y a l'or, évidemment, ça c'est emblématique, mais il y a aussi l'argent, le cuivre, le soufre, le diamant, là qui ne s'appelle pas carbone natif, mais qui s'appelle diamant. Il a même une autre forme. Ça peut s'appeler le graphite. Il y a deux minéraux qui sont natifs et qui présentent cet élément isolé. Et si on regarde le tableau de Mendeleïev, là j'ai coloré les éléments que l'on peut trouver dans la nature. Alors certains sont tout à fait anecdotiques. Hein. L'osmium natif, vous n'allez pas le trouver comme ça en le croisant par hasard. C'est là à des petites proportions mais par contre, l'or, évidemment, est tout à fait présent. Mais vous voyez que déjà, le tableau de Mendeleïev est bien couvert par cette nature qui a su isoler ces éléments. Alors, la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça marche. Les minéraux sont plutôt un assemblage d'atomes. Donc, si on veut retrouver l'élément, il va falloir prendre un minéral et en extraire cet élément. Et c'est ainsi qu'apparaît la notion de minerai. Le minerai, c'est une roche ou un minéral qui va servir, dont on va extraire l'élément. Alors, à titre d'exemple, je vous en présente un. Là, vous avez de l'hématite, un magnifique cristal d'hématite, qui est un oxyde de fer, et dont on extrait le fer. Voilà, c'est ça la notion de minerai. Alors, elle est très, très importante, on va revenir dessus, dans l'histoire de l'humanité. Puisqu'en fait, ces éléments qui sont présents dans les minéraux, bon, évidemment, vont être utilisés et ont été utilisés par l'homme. Alors, je vous parlais d'une première famille, les éléments natifs. C'est là où on trouve effectivement les éléments naturellement et on va très facilement pouvoir les extraire puisque c'est la nature qui les a isolés. Mais après, on va trouver donc plusieurs familles, puisque les minéraux sont classés en 10 familles. Vous allez trouver une famille de minerais très, très importants, notamment pour les métaux qui sont les sulfures. Là, je vous présente une pyrite. Puis ensuite suivront les halogénures, là représentées par une fluorite, pardon. Les oxydes, les hydroxydes, là aussi, source de minerais importants. Là, on retrouve l'hématite, ce minerai de fer, des carbonates comme la calcite, des borates, le borax, des sulfates comme le gypse. Alors, je ne sais pas si ces noms vous parlent, mais on aura l'occasion de revenir sur certains. Des phosphates comme l'apatite, des silicates. Ici, j'ai choisi une topaze.
Et puis, cette 10e famille un petit peu étrange, puisqu'on parle de minéraux organiques, c'est presque antinomique, hein, mais ça désigne notamment l'ambre, par exemple, qui appartient à cette famille, qui est effectivement d'origine organique et qu'on a classé dans cette 10e famille des minéraux. Voilà. Alors, si je reviens sur l'élément, je vais prendre comme exemple le cuivre. Alors, le cuivre, on le trouve à l'état natif. Vous avez du cuivre natif, voilà un magnifique, magnifique exemplaire qui d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, est dans le livre du tableau poétique des éléments. Mais vous allez le trouver aussi dans ce minéral tout à fait étonnant qu'on appelle l'azurite, qui est un carbonate de cuivre. Mais vous allez le trouver aussi dans des sulfures, la chalcopyrite, qu'on a souvent désigné comme étant l'or des fous, hein, puisque ça a une couleur et un éclat qui est très très proche de l'or. C'est beaucoup plus courant que l'or, et donc il y a eu parfois quelques confusions pour, pour le, pour le mal-être de quelques personnes, l'or des fous. Évidemment, ça n'a pas tout à fait la même valeur, hein. La malachite, qui est très utilisé aussi en décoration. Là, vous avez des stalagmites de malachite qui sont des carbonates de cuivre également. Et puis la bornite, encore un autre sulfure. Donc ça illustre cette notion de minerai. Le cuivre, on va pouvoir le trouver dans différents minéraux duquel on va les extraire. Parce que ce cuivre, en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est ça aussi qu'il nous raconte, puisqu'il était disponible naturellement, comme l'or, comme l'argent, il fait partie des premiers métaux, des premières substances minérales qu'a utilisé l'homme après la pierre taillée, après le silex, ou d'une façon concomitante. Ce métal, il était assez facile, en fait, de l'extraire, de le sortir, de le chauffer un petit peu, de le fondre, et puis de le mettre dans un moule, et on obtenait ainsi des outils, des objets, des armes. Et donc, dès les premiers temps de l'humanité, ce n'est pas un hasard si on passe de l'âge de la pierre taillée à l'âge du cuivre. C'est parce qu'il y avait ce cuivre natif. Alors, on aurait pu passer à l'âge de l'or, hein, parce que c'était là aussi, on aurait pu, mais très difficile de faire la chasse avec une flèche en or. Très difficile de couper sa viande avec un couteau en or. Donc, il y a une autre destination. Et donc, c'est plutôt le cuivre, évidemment, qui a été prédominant dans la vie quotidienne, hein. Mais le cuivre natif est pratiquement aussi rare que l'or natif. Donc, très vite, aussitôt qu'on a trouvé ce merveilleux métal, s'est posé un problème de ressources. On était déjà avec des problèmes pour trouver cette matière première. Alors c'est là où l'homme a un certain génie, puisqu'il s'est aperçu que des minéraux comme l'azurite que je viens de vous présenter, comme la chalcopyrite, c'est sans doute un hasard, autour d'un feu, se transformaient et exudaient du cuivre. La notion de minerai venait d'être inventée, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Et alors là, à partir de là, le cuivre est devenu une matière première beaucoup plus courante, puisqu'il était présent dans tous ces minéraux. Et l'homme, évidemment, a cherché ces éléments et de fait a trouvé d'autres métaux. Mais ce cuivre, puisqu'on est à l'aube de l'histoire de l'humanité, il est toujours très présent dans les utilisations actuelles. Là, j'ai pris un extrait d'une frise chronologique, qui n'est d'ailleurs pas très très nette, mais ce n'est pas grave. C'était l'idée de dire on va de moins 6000 ans à l'an 2000 et au 21e siècle, puisque le cuivre, évidemment, de par ses propriétés, est encore utilisé, est toujours utilisé dans nombre d'objets, et y compris dans les objets les plus actuels, hein, notamment pour ses propriétés vis-à-vis de l'électricité. Alors on passe comme ça de l'âge du cuivre à l'âge du bronze, puisqu'on a trouvé d'autres métaux, on sophistique un peu les techniques d'extraction, et on arrive à faire des alliages. Et là, on a des propriétés nouvelles qui sont plus intéressantes encore que ce cuivre initial. Et c'est comme ça qu'on va passer à l'âge du bronze, puis ensuite à l'âge du fer. Alors, c'est aussi un problème de technologie et de ressources, parce que l'âge du fer, le fer, c'est un petit peu plus compliqué à obtenir. Du fer natif, il y en a, ça existe,
c'est très rare. Il y en a de présents, notamment dans les météorites. Alors évidemment, les météorites, ça ne se trouve pas partout, hein. Et pourtant, les hommes l'ont découvert, puisque, je ne sais pas, vous avez dû en entendre parler, un couteau votif, hein, de Toutankhamon est fait en plein âge du bronze, en fer. La lame est de fer. C'est donc qu'il y avait déjà la découverte de ce métal, une technologie d'extraction qui était quand même assez élaborée, mais le métal est tellement rare qu'on n'en fait pas un outil, on en fait un objet votif et un objet qui est réservé évidemment au plus haut de la société, là en l'occurrence le pharaon, et on l'enterre avec. Donc c'est un petit clin d'œil là pour l'âge du fer qui arrivera bien plus tard, où là on découvrira effectivement tous ces minerais de fer dont on va extraire ce métal. Et évidemment, une fois qu'on a des haches en fer, des épées en fer, les épées en bronze ne tiennent pas beaucoup. Alors, âge du cuivre, âge du bronze, âge du fer, puis après, là, on rentre évidemment dans l'histoire, dans l'Antiquité. Et donc, ça s'arrête là. Et pourtant, si on voulait parler de l'âge des métaux, on pourrait aussi parler de l'âge de l'aluminium. Mais l'âge de l'aluminium, là, s'il fallait une chronologie, eh bien, on la mettrait, son débarrage de cet âge de l'aluminium, ça serait au milieu du 19e siècle. On découvre cet élément, on s'aperçoit que c'est un métal extrêmement intéressant, puisqu'il est léger, il est très peu altérable, mais pour l'extraire, là, il faut des moyens technologiques qui sont tout à fait particuliers, et en plus très, très onéreux et très gourmands en énergie. Alors, ce cuivre qui apparaît en 1850, on le présente comme une curiosité. En 1855, à l'exposition universelle, on présente des premiers objets en aluminium, dont un lingot qui vaut plus cher que le platine. Napoléon III avait pour habitude de recevoir ses invités prestigieux dans une vaisselle en aluminium. Bon, alors les choses ont bien changé. Là, je vous mets un petit objet en 1859 fait en aluminium. C'était là considéré comme un objet extrêmement précieux. Alors, évidemment, les choses évoluent. On sait sortir l'aluminium par la suite, mais là encore, le fait qu'il soit gourmand en énergie va faire qu'on va produire l'aluminium sur des lieux où on produit l'énergie. Alors là, je suis dans le Gard. Eh bien, le premier lingot d'aluminium industriel est sorti à Alès, dans le Gard. Non pas parce qu'il y a des minerais d'aluminium là, mais parce qu'il y a le charbon. C'est pour ça qu'ensuite, les usines d'aluminium iront se mettre en vallée de la Maurienne, par exemple, parce qu'il y a de l'hydroélectricité. Le géant Alcan de l'aluminium actuel est en Islande, installé en Islande, en partie bien sûr, mais parce que là, il y a de la géothermie. Donc voilà, nous vivons à l'âge de l'aluminium. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà, alors ça donne l'occasion de vous présenter à travers les minerais, à travers les minéraux, ce tableau périodique revisité par le minéralogiste. Alors ça, on l'a sorti à cette occasion-là, et ça, c'est le même éditeur hein, qui a sorti ce tableau-là, qui est tout à fait original, parce que j'ai eu la surprise, des tableaux de Mendeleïev illustrés, il y en a, hein, il y en a beaucoup. Mais avec des minéraux, bah, écoutez, je pense que nous sommes les premiers. Donc, on est très fiers de l'avoir sorti en 2019. Il est disponible d'ailleurs au musée de minéralogie. Voilà. Alors, musée de minéralogie, bah tiens, justement, puisqu'on parle des éléments, je vais quand même vous le présenter, vous donner ce goût de ce lieu où j'espère qu'on pourra se retrouver prochainement. Évidemment, en ce moment, le musée est fermé, mais j'espère qu'il rouvrira bientôt. C'est à l'école des mines. Nous sommes au 60 boulevard Saint-Michel. Le jardin du Luxembourg est tout à côté. Hein. Cette école des mines qui occupe cette partie du boulevard Saint-Michel, en fait, cache le jardin du Luxembourg qui est derrière. Alors, derrière, on voit l'hôtel particulier qui est l'hôtel de Vendôme, qui abrite l'école des mines, mais qui abrite aussi la collection. Les fenêtres, là, vous voyez là dans la cour de l'école, hein, donc le côté jardin, les fenêtres qui sont au premier étage, eh bien, c'est la galerie de minéralogie, c'est-à-dire que ça occupe une place importante. Et quand vous rentrez dans l'école, vous voyez cet escalier somptueux qui nous amène à ces collections.
c'est une visite en quatre diapos, hein, mais qui me permet de parler, ça c'est une illustration qui avait été faite par Abel de Pujol, une peinture d'Abel de Pujol, qui est au plafond de l'entrée du musée et qui est tout à fait dans notre propos, puisque vous voyez, c'est une allégorie qui présente des mineurs qui viennent apporter au dieu transformateur, en l'occurrence une déesse, là, hein, qui va avec son marteau, qui va chauffer, extraire les éléments et fabriquer des objets décoratifs, objets utilitaires. Et là, comme on est en 1850, eh bien, on va symboliser l'industrie par cette machine à vapeur. On n'est pas à un anachronisme près, hein, dans cette représentation. Il y a un casque de mineur aussi tout à fait 19e siècle qui est présent et qui illustre en fait l'origine de notre collection. Cette collection, elle a été créée par la Révolution, c'est le comité de salut public qui le crée en 1794 et qui charge le conservateur d'accumuler un maximum de minéraux venus de la France entière, venus des départements, venus de l'étranger, pour pouvoir justement déterminer leur potentialité en termes de matières premières, notamment les métaux. Où trouve-t-on l'or, où trouve-t-on le cuivre, où trouve-t-on le plomb, où trouve-t-on le fer, etc. Donc c'est vraiment la base, la création de cette collection qu'on installe dans un écrin merveilleux. Vous êtes en 1850, là, hein, comme le tableau, hein, avec des bois en chêne, des vitrines en chêne de Hongrie, et avec des merveilleux minéraux qui sont mis dans leurs petites alvéoles. Et vous allez en avoir plein les yeux, puisqu'il y en a plus de 4000 d'exposés dans cette grande galerie. C'est la 4e collection mondiale. Voilà, j'arrête la petite page de pub. Hein, mais c'est quand même en relation avec mon propos. Pour continuer quand même, voilà une autre page de pub. Si vous voulez suivre, vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez aller aussi sur Facebook, suivez l'arobase Minéralothèque, et vous trouverez toute une série sur les éléments. On a fait par élément, alors pas tous, parce que vous avez vu qu'on ne peut pas relier nécessairement tous les éléments à un minéral, mais quand on pouvait le faire, donc il y en a plus de 70, si ma mémoire est bonne, eh bien vous avez une petite vidéo par élément avec le minéral ou les minéraux qui lui correspondent. Voilà. C'est aussi une occasion de parler de notre projet, j'explique, puisque cette collection a un but scientifique, un but stratégique, un but utilitaire, faire l'inventaire de la Terre pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir transformer ces matières premières et les mettre au service de l'homme. Donc notre boulot, notre travail, hein, qui peut mieux que nous le faire, puisque c'est notre génétique, hein, c'est notre origine, c'est notre mission, faire le lien entre les ressources naturelles, minérales et les objets qui nous entourent. Donc en fait, aujourd'hui, et je le fais ce soir, sur ce thème des éléments, on joue un rôle sociétal qui permet d'éclairer les gens sur le fait que tous les objets qui nous entourent, évidemment, sont issus de la planète Terre, sont fabriqués avec des minéraux desquels on extrait un certain nombre d'éléments pour pouvoir fabriquer nos objets. Parce que si on revient donc à notre tableau de Mendeleïev, dans l'histoire de l'humanité, on a ce que j'ai appelé une domestication des éléments. Hein. Il y a une domestication du monde animal, du monde végétal, mais aussi du monde minéral. Il s'illustre parfaitement à travers ce tableau qui a été proposé par le BRGM et qui montre, là, vous voyez, on ne remonte pas très loin le temps, hein. On est en 1980, puis en 1990, puis en l'an 2000, et on voit petit à petit la palette du métallurgiste, hein, la colonisation, la domestication de ce tableau des éléments, puisque au fur et à mesure, on trouve des utilités, des propriétés nouvelles. Et aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies sont liées, évidemment, à cette palette d'éléments disponibles et leurs propriétés. Donc, avec toute la problématique qu'il va avoir sur les enjeux géostratégiques, sur les problèmes environnementaux, sur les problèmes sociétaux, sur les problèmes économiques.
Donc voilà, c'est une occasion, à travers ce tableau périodique des éléments, de refaire un petit peu le monde et d'évoquer les grands problèmes qui agitent la société d'aujourd'hui. Un autre schéma que j'aime bien, qui illustre aussi un petit peu ça. Vous voyez, là, c'est ces éléments qui se multiplient en termes de panoplie et de potentialité, et les choses s'accélèrent, puisque là, on voit très bien que pendant des millénaires, l'homme a vécu avec une dizaine, une vingtaine d'éléments qu'il utilisait, hein, sans d'ailleurs le formaliser de cette façon-là, mais c'est pas grave, c'est quand même ça qu'il utilisait, le cuivre, le fer, le zinc, etc. Et là, aujourd'hui, une possibilité absolument extraordinaire, mais qui nous rend aussi dépendants des ressources et de là où elles se trouvent. Donc c'est bien ça que l'on va essayer d'illustrer, c'est de passer du minéral ou du minerai au produit en essayant d'expliquer là où se trouvent les gisements, comment on les exploite, comment on transforme ces objets, et évoquer ainsi les paramètres environnementaux, les merveilleuses découvertes technologiques, de la science, mais aussi tous les enjeux politiques, les enjeux de santé qui tournent autour de ces problématiques de ressources minérales. Alors pour illustrer, ça c'est un panneau qui a été sur les murs parisiens. Une fierté, on avait fait une petite exposition comme ça sur des beaux minéraux, et j'ai retenu évidemment celui-là parce que j'aime bien le slogan, hein, pas de tantalite, pas de SMS. Alors ça intrigue un peu, hein. Tantalite, c'est un minéral. C'est un peu bizarre comme nom, hein, qui contient du tantal. SMS, ça par contre, on sait ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie qu'on va présenter, par exemple, quelque chose que l'on connaît bien, téléphone portable. En plus, là, l'éclaté que j'ai pris, il n'est pas très récent, mais enfin, peu importe, hein. Même avec les Android les plus modernes, la problématique est toujours la même. On est à peu près à 40 substances minérales pour pouvoir fabriquer un objet comme celui-là. Et là, je focalise sur le tantal qui est présent, là vous le voyez ici, en toute petite quantité, hein, au sein de mon téléphone portable, parce qu'il va permettre de fabriquer des micro-condensateurs, miniaturisation des choses, et le tantal est absolument nécessaire pour pouvoir le fabriquer. Aujourd'hui, on a quelques substituts, mais il reste encore bien présent. Alors, nous voilà en présence d'une substance rare pour un produit de grande consommation. Il y a plus de téléphones portables sur Terre que d'habitants. 10 milliards, peut-être plus encore. Et je ne parle pas des ordinateurs, et je ne parle pas des téléviseurs où là aussi ces microcondensateurs sont présents. Ce qui veut dire qu'on est sur une problématique particulière, et c'est pour ça que j'ai choisi particulièrement cet élément, puisqu'on est sur quelque chose de rare qui est pourtant très fortement diffusé. Alors même s'il est là avec une toute petite quantité, multipliée par 10 milliards, par 20 milliards, évidemment, ça commence à représenter des choses significatives, importantes. Et donc, tout de suite, la question se pose, mais où trouve-t-on donc ce tantal? Alors, le tantal, on en trouve en Amérique du Sud, on en trouve en Australie, qui sont des gros producteurs, mais si je veux évoquer une problématique un peu plus complexe, je vais évoquer la République démocratique du Congo, avec notamment une zone qui s'appelle le Kivu. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche là, c'est par ici, avec plein de petits carrés qui nous dit qu'il y a plein de gisements de tantal ici, il y a aussi plein de gisements de cobalt, il y a aussi plein de gisements de tungstène, il y a aussi de l'or, mais il y a particulièrement du tantal. Et là, on peut évoquer toute la problématique politique, géostratégique qui tourne autour de ça. On est évidemment sur une matière précieuse avec des gisements qui sont ici, avec une envie de les exploiter, bien évidemment. Et une vraie difficulté, si le pays était stable, puisque nous sommes en plein milieu de la forêt primaire équatoriale, le territoire des gorilles, que l'on va essayer quand même de sanctuariser, de protéger. Donc, il y a une compétition entre des enjeux environnementaux et des enjeux de matières premières. Alors, il y a une solution, hein. On déstabilise le pays, parce que comme ça, la protection de la forêt et la protection des gorilles va s'en trouver tout à fait affectée. Et pour déstabiliser un pays,
il y a plusieurs solutions. On peut le coloniser. Mais ça, on a déjà fait. La recette a déjà fonctionné. Elle n'était pas très bonne et on en est revenu. Hein. Mais on peut le déstabiliser et faire en sorte qu'on puisse quand même accéder à ces gisements. En l'occurrence, pour la République démocratique du Congo, c'est des combats interethniques, hein, qui sont évoqués, le Rwanda, le Burundi. On peut toujours stimuler ces différences et d'une façon négative et provoquer des conflits. Une fois que le conflit est amorcé, et là il est bien amorcé quand même, hein, 4 millions de morts je crois, hein, en République démocratique du Congo, je ne parle pas du Rwanda et du Burundi voisin, la mort est quand même tout à fait significative. Alors là, on peut effectivement accéder au gisement, avec évidemment des choses pas très sympathiques. Adieu les gorilles, beaucoup d'hommes massacrés, et puis pendant que les hommes se battent, eh bien, on va utiliser par exemple des enfants pour pouvoir accéder à ces éléments-là. Ça, là, on est dans les éléments, on est dans une relation avec les minéralogies, et vous voyez qu'on parle de choses plutôt sévères, plutôt sérieuses, plutôt même, j'allais dire, anxiogènes, même culpabilisantes, puisqu'on a fait une relation avec l'objet qui est dans notre poche, avec l'objet d'ailleurs qui nous relie aujourd'hui. Hein. Donc nous, notre travail, ce n'est pas de culpabiliser les gens en disant c'est votre faute, jetons les ordinateurs, ça serait bien embêtant parce que là on ne pourrait plus discuter, hein, arrêtons les portables, ce n'est pas du tout le propos, mais c'est de bien faire ces liens et puis ensuite de réfléchir à si on ne peut pas quand même essayer d'améliorer un petit peu les choses. Alors comment peut-on améliorer les choses ? Par exemple, on a dit qu'il y avait des gisements en Australie, on a dit qu'il y avait des gisements en Amérique du Sud. La notion de conflict free existe. Alors, elle est complexe, hein, c'est-à-dire qu'on demande aux fournisseurs de téléphones portables de ne pas fournir des matières premières issues de zones de conflit pour fabriquer leurs produits. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à ensuite faire. Les trafics existent, enfin, etc. On peut trouver des substituts au tantal. Il y a déjà des substituts qui sont trouvés. Alors, vous verrez que ça se complique parce qu'aujourd'hui, l'affaire du tantal est presque éteinte. On a un outil de production qui satisfait complètement la consommation. C'était moins vrai il y a quelques années, mais malheureusement pour la République démocratique du Congo, c'est dans une zone un petit peu différente, mais la problématique est la même. Ils ont du cobalt. Et le cobalt, c'est aussi un élément qui est extrêmement important pour pouvoir, et qui suscite une exploitation industrielle, mais aussi une exploitation que je qualifierais d'artisanale, mais exploitatrice quand même, quand on voit les personnes qui extraient le minerai ici. Hein, parce que ce cobalt, c'est pour les batteries rechargeables. Voilà, donc travailler sur la substitution, travailler sur le recyclage, travailler sur notre consommation. Qu'est-ce que l'on consomme exactement? Voilà autant de questions. Je n'apporte pas les réponses. Hein. Ces questions qui, aujourd'hui, remuent notre société, hein, sur lesquelles qu'on doit absolument se poser pour pouvoir essayer de limiter quand même les effets négatifs tels qu'on les voit là, tels que je viens de les présenter, sur notre environnement, mais aussi sur nos frères. Voilà. Donc c'est ça aussi, les éléments. Vous voyez, on voit en plus avec quelque chose qui s'accélère, on est dans une société évidemment qui est exponentielle en termes de consommation. Donc là, en quelques années, vous voyez, là je n'ai que les chiffres de 2012 et 2017, s'il fallait mettre les chiffres d'aujourd'hui, de 2020, ça c'était peut-être un petit peu tassé, là. Il y a eu peut-être un petit ralentissement, mais enfin, on est sur quelque chose qui va sur le développement. Donc on ne peut pas passer à côté de ça. Il faut absolument réfléchir à ça. On n'a pas du tout envie d'arrêter le développement de la société, mais on n'a pas non plus envie de détruire des pays entiers. Donc, essayer de réfléchir à ça, de le poser et d'enlever cet aspect dramatique et puis de raisonner par rapport à ce qui nous entoure. Voilà. On pose les questions
et on renvoie chacun à une réflexion sur une réponse individuelle et une réponse collective, en fonction du choix de société que l'on fait. On peut décliner ce concept à travers, encore une fois, tous les objets qui nous entourent. Là, vous voyez avec l'électricité, ça, c'est les producteurs miniers australiens qui ont présenté ces illustrations-là que j'aime bien. On retrouve notre téléphone portable. Hein, vous voyez qu'il y a, j'ai parlé de 40 éléments différents, donc on pourrait aller bien plus loin là-dessus. Les problèmes énergétiques. Oui, énergie renouvelable, mais quid des panneaux photovoltaïques que l'on fabrique avec beaucoup d'éléments nouveaux, comme les terres rares que je vais évoquer. Quid du recyclage de ces panneaux photovoltaïques, hein? Donc voilà encore autant de questions qui sont à la fois peut-être anxiogènes, mais aussi extrêmement stimulantes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, en termes de recherche, en termes d'amélioration des procédés, en termes de récupération au niveau des produits recyclés, en termes d'éducation au niveau du citoyen, des citoyens que nous sommes, en termes de législation. En fait, il y en a pour tous les goûts. Hein. Moi, quand je fais visiter le musée, aux jeunes plus particulièrement, je leur dis, là voilà, en fonction de vos appétences, en fonction de vos envies, allez dans le domaine du juridique, allez dans le domaine du scientifique, allez dans le domaine de la nature. Il faut les éléments de réponse sont là-dedans. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose d'enthousiasmant et positif autour de ça. Hein. Il ne faut pas non plus focaliser sur les choses, encore une fois, tout à fait anxiogènes. Alors, ça me permet justement, puisque je les ai évoquées, de définir ce que sont les terres rares. On revient à notre tableau périodique. Les terres rares, elles sont là, colorées. Hein. Ce sont les lanthanides, ce qu'on appelle la famille des lanthanides, donc cette grande ligne-là qui est ici, plus deux éléments qui sont ici, le scandium là, et l'yttrium. C'est ça, les terres rares. Voilà. Alors, pourquoi on dit terre rare ? C'est parce que, alors là, c'est complètement l'inverse du cuivre, complètement l'inverse de l'or. La nature ne les a pas isolées. Donc, elles ne sont pas rares dans l'absolu. Si on fait la moyenne en teneur de la croûte terrestre, par exemple du gadolinium, la GD, c'est pas plus rare que le plomb. Par contre, le plomb a été concentré dans les filons. Gadolinium, pas du tout. Donc, pour pouvoir le récupérer, ça va être celui qui l'extrait de bosser. Donc, il va falloir brasser des quantités et des volumes de terre absolument considérables pour pouvoir récupérer cette terre rare. C'est en ça qu'elle est rare. Et pourtant précieuse dans tous les objets maintenant de nouvelles technologies. On parle aussi de métaux rares. Alors, métaux rares, ça j'ai pris Encyclopédia Universalis hein, pour pouvoir en trouver une définition précise et pouvoir pointer sur les tableaux périodiques qui ne correspond pas tout à fait. Alors, le tantal que j'évoquais fait partie et le cobalt font partie de ces métaux rares qui ne recouvrent pas tout à fait la notion de matière première critique au sens, j'allais dire, politique du terme, tel qu'il a été défini notamment là par la communauté européenne. Vous voyez qu'il y a des substances qui le sont. Le cobalt, c'est une matière première critique, on a compris pourquoi. Le tantal, c'est une matière première critique. Le molybdène est un métal rare, mais pas considéré aujourd'hui comme critique au regard des gisements, au regard des besoins, au regard de la consommation. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ces termes-là reviennent souvent dans l'actualité quand on s'intéresse à ces sujets-là et on mélange un petit peu tout ça. Et là, j'ai voulu remettre sur le tableau de Mendeleïev des définitions précises. Voilà, vous retrouvez l'or qui est ici, pour une matière première critique, mais qui néanmoins, évidemment, est un métal rare. Voilà, deux autres schémas, je vais passer peut-être un petit peu plus vite, moi, qui sont tout à fait intéressants parce que on parle de problématiques de ressources, comme si on allait épuiser la terre. C'est pas ça. Pour les matières végétales, oui, on va épuiser la terre. Pour la croûte terrestre, on est bien loin du compte. L'homme n'a que gratté la surface de la terre. Donc, en termes de potentialité,
elles sont énormes. Par contre, c'est l'accessibilité à ces matières premières-là et l'outil de production qui pose problème. Et c'est ça qui illustre, alors je ne vais pas le détailler, mais c'est ça qui illustre ce schéma en disant on a des crises potentielles parce qu'on vient de trouver un super truc, une super technologie avec tel matériau, problème, on n'a pas l'outil de production adapté. Et là, c'est là qu'arrive la crise. Pour le Tantal, vous voyez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais que la crise était passée, puisqu'en fait, là, on a adapté l'outil de production. Donc la pression est beaucoup moins forte sur les gisements, comme il pouvait l'être il y a encore quelques années en République démocratique du Congo. Par contre, là, il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait le cobalt, mais le cobalt, là, on est là. Voilà. Et là, ça pose problème. Voilà, je passe rapidement. Une dernière illustration qui évoque ça. On a vu la République démocratique du Congo, mais on aurait pu parler des terres rares. Là, ce n'est pas une guerre au sens meurtrière du terme, quoique ça se discute, mais c'est surtout une guerre économique, puisque le principal producteur est aujourd'hui la Chine, et qu'on est complètement dépendant de ces fournitures pour pouvoir développer toutes les technologies qui nous entourent. Donc c'est en ça que c'est une matière première critique, et qu'il va falloir réfléchir là aussi sur ce que l'on fait en termes de consommation, en termes d'exploitation, pour le développement de nos sociétés qui ne sont pas chinoises jusqu'à présent. Voilà, allez, là, je quitte ce sujet-là qui, vous l'avez compris, me passionne et quand même est le fond, effectivement, du propos pour aller un petit peu sur l'histoire des sciences, parce que c'est ça qui est passionnant aussi. Si vous regardez le tableau de Mendeleïev, là, je vous ai une nouvelle coloration. Les petites cases colorées, c'est les aimants découverts par des Français, Cocorico. Il y en a quelques-uns quand même, hein. Il y en a sur les 118, je crois qu'ils sont au nombre de 18. Et alors encore plus Cocorico, parce qu'il y en a 4 qui peuvent être, en tout cas, revendiqués par l'école des mines. Pas seulement, hein, parce qu'un personnage comme Vauquelin, certes, il était inspecteur des mines, certes, il a été professeur à l'école des mines, mais il est passé dans plein d'autres établissements qui pourraient le revendiquer tout autant. Mais notre Louis-Nicolas Vauquelin, à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, découvre 2 éléments, le chrome et le béryllium. C'est un élève, Galissard de Marignac, qui va découvrir, alors pas du tout quand il est à l'école, hein, c'est pour ça qu'on le revendique, mais en même temps, c'est lui qui après, d'ailleurs, est allé en Suisse, il n'était même pas de nationalité française, mais enfin bon, voilà, on le récupère un petit peu à notre compte, qui va découvrir justement 2 terres rares, l'iterbium et le gadolinium. Voilà, donc là, on est plutôt à la fin du 19e siècle, où les découvertes là s'accélèrent, et il fait partie des inventeurs de ces de ces éléments, et notamment de ces terres rares. Et puis aussi, là où on intervient, c'est dans la classification, la fameuse construction de ce tableau de Mendeleïev. Alors le premier à mettre un petit peu les choses en ordre, dans un ordre qui ne sera pas validé, mais en tout cas, c'était déjà une première étape, c'est Lavoisier. Alors, Lavoisier n'était pas l'école des mines, hein, nul n'est parfait, mais en tout cas, il a classé les substances, les éléments en substances simples. Très vite, au début du 19e siècle, il y a des gens qui essaient de trouver des liens entre les différents éléments, et là qui travaillent notamment sur des choses quand même qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus scientifiques, qui sont les masses atomiques. Donc là, je passe, mais on essaye de trouver des liens, des organisations, enfin, etc. Vous voyez que là, on est déjà en 1860, hein, on est au milieu du 19e siècle. Alors, j'aime bien Jean-Baptiste Dumas parce que c'est un Alésien, alors, de nouveau, Cocorico, un chimiste. Et puis, on a Monsieur de Champcourtois, qui est conservateur à l'école des mines, des collections de minéralogie, qui propose pour la première fois une organisation périodique des éléments avec sa vis tellurique. On est en 1862. Il trouve qu'il y a effectivement une périodicité, et donc il fait une représentation très particulière sur une spirale, hein, et c'est le premier
à vraiment concevoir une classification périodique des éléments. Donc ça, on en est très fiers, mais c'est tous parce qu'il est complètement tombé dans l'oubli, ce monsieur de Champ-Courtois. Tout comme ceux qui travaillent en même temps que lui. Il y a pas mal d'anglais, je ne sais pas, il fallait peut-être être barbu pour travailler sur le tableau de Mendeleïev, enfin, tableau périodique des éléments, plus exactement, parce que là, on voit une belle collection de barbus qui tous vont sur l'agencement périodique des éléments. Et ces gens-là, comme de Champ-Courtois, vont être vite oubliés, peut-être par les historiens des sciences, mais celui que l'on va retenir, évidemment, c'est Mendeleïev. Il était barbu aussi, ceci dit. Et tout ça est concomitant, on est vraiment sur quelques années, quelques mois. Alors ça me donne l'occasion d'évoquer la recette pour être un grand homme, pour être un génie. Si vous vous intéressez à l'histoire des sciences, vous verrez que ça marche bien, ça marche pour Mendeleïev, ça peut marcher pour d'autres aussi. On m'a parlé de Pasteur, on m'a parlé d'Einstein, voilà. Bon, en tout cas, lui, il applique une certaine recette. Pour être un génie et pour être retenu par la postérité, il y a plusieurs critères qu'il faut remplir. Il faut naître au bon moment. Ça, on n'y peut rien. Si on est né trop tôt, on n'a pas le bagage de connaissances nécessaire dans lequel on va pouvoir baigner pour pouvoir bâtir son concept. Si on est trop tard, il y en a un autre qui l'a inventé avant vous. Donc déjà, il faut naître au bon moment. Ensuite, ça ne suffit pas, évidemment. Il faut avoir un esprit de synthèse, c'est-à-dire s'imprégner de toutes ces connaissances, de tous les travaux des personnages là, que je viens de citer. Il y a déjà tout un ensemble de constructions. On y est presque, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et là, il faut avoir la perception de tout ça et de pouvoir le synthétiser. Mais là aussi, ça ne suffit pas. Parce que sinon, on est comme les autres, comme les 4 prédécesseurs là, que je vous ai présentés. Alors, il faut d'abord avoir, après, derrière, c'est aussi un sens de la communication. Je vais m'expliquer, c'est que là, tout d'un coup, cette organisation-là, Mendeleïev, il le met en scène. Il nous dit, je l'ai construit, mais en même temps, alors il y en a d'autres qui ont utilisé ce slogan, j'ai fait un rêve. Il nous dit, je me suis réveillé un matin et voilà, c'était organisé comme ça. C'est pas vrai, évidemment, mais c'est bon en termes de communication, parce que là, tout d'un coup, c'est le coup de génie qui vous tombe dessus, et puis surtout, ça permet d'oublier les autres. C'est-à-dire qu'on ne fait pas référence aux travaux qui ont été faits précédemment. C'est venu, c'est moi qui ai construit ça. Alors, ça aussi, ça ne suffit pas, parce que là, c'est très égocentré, et il faut redonner des qualités à ce personnage-là. La qualité supplémentaire, et c'est ce qu'a pas eu justement de Champ-Courtois, c'est ce qu'ont pas eu ses prédécesseurs, et c'est ce que Mendeleïev va avoir, c'est la vision. Là où il va faire recette, c'est que Mendeleïev dit, voilà, j'ai organisé, mais là-dedans, il y a des trous. Et ces trous, ce n'est pas des erreurs, ce n'est pas un manque, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'élément. Et 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il y a des gens qui bouchent les trous avec les trouvailles. Alors là, il y a une vista, il y a une prédiction qui est basée sur des éléments scientifiques. Et alors là, ça y est, vous avez la recette du succès. Si vous avez tout ça, vous pouvez être sûr que vous allez pouvoir vous inscrire dans la postérité. Voilà, je passe sur Mendeleïev. Alors, on avait fait une exposition sur la genèse d'un tableau à l'École des Mines. Vous pourrez trouver les références. Une occasion de raconter des histoires. Je vais finir là-dessus parce que je suis très bavard. J'espère que je ne déborde pas. Je regarde quand même un petit peu le temps. Non, ça va. Une occasion de raconter des histoires. Alors, il y en a plein. Moi, ça, on aime bien le faire à l'École des Mines. Mais j'en ai choisi une. J'ai eu envie de vous parler du calcium. Un seul élément, celui-là. Parce que vous allez voir qu'on va pouvoir le décliner dans plein de directions. Parce que le calcium, c'est la vie. Là, je vous montre des coccolithophoridés. C'est des petits micro-organismes qui sont dans le plancton et qui sont là par milliards et qui ont même formé des roches. La craie a été formée avec ces petites sphérules de calcite microscopiques. Les coquillages. Donc, la vie s'empare de l'élément pour en faire
un composé d'éléments, le calcium, la calcite, c'est un carbonate de calcium, et là, évidemment, les coquillages. Même nous, hein, nous aussi, puisque nos eaux, c'est de la fluoroapatite. C'est un phosphate, il y a du phosphore, il y a du fluor et il y a du calcium. Donc notre organisme s'empare de ces éléments qui sont présents dans la nourriture, qui sont présents dans l'eau, pour construire notre squelette. Donc le calcium, c'est la vie. Mais le calcium, donc je venais de le dire, c'est aussi une bonne explication de la structure de la matière. Et alors là, merci calcium, parce que c'est super facile en termes de mémotechnique. Hein. Composé d'éléments, l'élément essentiel forme les roches. Et les roches, qui est formée par la calcite, on la connaît très bien, c'est le calcaire. À Paris, on connaît ça hein, quand même, le calcaire. Il y en a partout. Ça forme nos monuments. Donc merci calcium, parce que ça nous permet de comprendre facilement la structure de la matière. Et puisque c'est le calcaire, eh bien, ce sont tous ces paysages aussi, le calcium. Puisque ces petits micro-organismes dans l'eau, ce calcium dissous dans l'eau a précipité, s'est accumulé, il a formé des roches, roches qui se sont érodées et qui ont formé des paysages. Je vous en ai montré quelques-uns. Hein. Ça doit être les gorges de l'Ardèche, c'est le Vercors, ce sont les falaises d'Étretat, et puis on est passé dans une grotte, je ne sais plus laquelle exactement. C'est ça aussi, la calcite. Parce que la calcite, bien, elle précipite, elle est synthétisée par des organismes, mais elle précipite aussi au fond des océans, et elle va être entraînée dans les mécanismes terrestres pour former le calcaire. Le calcium, c'est la construction. Parce que si je prends de la calcite et que je la chauffe à 900 degrés, je fabrique de la chaux. Si je mélange cette chaux avec de l'argile, je ne vais pas aller plus loin, hein, je fabrique du ciment. Et puis le calcium, il est aussi présent dans le gypse, bien connu à Paris, hein, sous Montmartre, etc., pour faire du plâtre. Donc le calcium, on va aussi l'utiliser pour, on va se le domestiquer pour construire notre environnement urbain. Le calcium, et notamment la calcite, s'inscrit dans l'histoire des sciences. Regardez ce minéral, vous voyez à travers, il est au musée, hein, calcite, vous le voyez 2 fois. Alors en fait, c'est marqué qu'une fois. Et ça, il y a un certain Bartholin qui avait observé ça. Comment que ça se fait qu'une image est dédoublée par ce cristal de calcite? C'est ce qu'on appelle la biréfringence. Il venait de définir des propriétés optiques de la matière et notamment de la lumière. Merci calcite d'avoir permis d'observer ça. C'est pas fini. Il y en a un autre. On est en 1790. C'est le premier conservateur des collections de l'école des mines. C'est lui qui va fonder la collection. Il s'appelle l'abbé René Juste à lui. Ce tableau est dans le musée. Regardez ce qu'il a dans sa main droite. Un cristal de calcite. C'est en cassant cette calcite qu'il va s'apercevoir que la matière minérale est organisée. Alors là, lui aussi, un grand communicant, hein, il casse la calcite et il s'écrit « Tout est trouvé hein. ». Pas Eureka, parce que ça avait été vendu déjà depuis longtemps. Mais tout est trouvé. Il a trouvé, alors le slogan est beau, hein, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que les minéraux avec une structure, et en cassant sa calcite, il retrouve la même structure. À partir de là, il va d'ailleurs se mettre à casser tous les cailloux qu'il trouve, la BA8, pour voir si c'est validé pour les autres minéraux. Et oui, et ça va déboucher sur les systèmes cristallins, une discipline qui aujourd'hui est majeure en physique, qui s'appelle la cristallographie, qui a bien dépassé la minéralogie. L'ADN, c'est de la cristallographie. Les nouvelles molécules, les nouveaux matériaux, c'est de la cristallographie. La plupart des prix Nobel de physique sont des prix Nobel qui sont liés à la cristallographie parce que la structure de la matière, c'est évidemment important pour pouvoir la maîtriser, la transformer, la comprendre. Et le calcium, c'est à travers ce petit schéma-là qui est présenté, et notamment la calcite, le calcaire, c'est le stockage du CO2. Regardez les chiffres, les carbonates qui sont formés au cours des ères géologiques contiennent plus de CO2 que n'en contiennent évidemment l'atmosphère et toute la biomasse à la surface de la Terre. C'est là qu'est stocké le CO2. C'est bien embêtant d'ailleurs quand les cimentiers se mettent à cuire et à relarguer ce CO2 dans l'atmosphère pour pouvoir fabriquer de la chaux. Mais c'est peut-être, et des gens y travaillent actuellement,
peut-être, en termes de recherche, un espoir, puisque si on arrivait à précipiter la calcite aussi vite qu'on produit le CO2, on n'aurait plus de problème de CO2 surabondant au niveau de nos problèmes climatiques et environnementaux auxquels il est associé. Hein, donc il y a des gens aujourd'hui qui travaillent effectivement sur changer le CO2 en roche avec la même dynamique qu'on produit du CO2. Alors on n'y est pas encore, hein, mais ça peut être une source là aussi d'espoir, et je terminerai peut-être par celle-là, parce que le temps est un peu imparti, et puis faire le lien avec votre exposition, avec, je crois, la présentation qui a eu lieu déjà il y a quelque temps par Monsieur Tourte, qui a créé l'ouvrage « Le système poétique des éléments ». C'est ce qu'on pratique, c'est ce qu'on essaye de pratiquer aussi, d'une part l'humour, mais aussi l'art, parce qu'il ne faut pas séparer la chose. Les sciences et l'art, c'est intimement lié, et faire de la poésie, c'est nécessaire, c'est tout aussi vital que de découvrir les éléments ou les minéraux. Et là, on cite Novalis, hein, mais là, je pense que vous avez dû en entendre parler si vous avez suivi les conférences. Novalis qui est en même temps, j'allais dire, celui qui inspire, mais celui qui sert d'exemple, puisque Novalis, on est au XVIIIe siècle, c'est un ingénieur des mines, mais c'est aussi un grand poète. Voilà. Et donc, c'est lui qui a servi, j'allais dire, d'esprit pour le système poétique des éléments qui est exposé là, chez vous, ici à Moulineau, dans l'espace chez l'IDEM, hein, c'est ça? Oui, oui, tout à Voilà, fait. qui est présent ici. Alors du coup, j'en profite pour citer deux autres ouvrages. Il y en a un qui est pas bien du tout, hein, mais qui est passionnant, qui a été écrit par Pierre Avenas, il est même en anglais, La prodigieuse histoire du nom des éléments. Alors là, c'est vraiment sur les aspects, à la fois les aspects littéraires, mais aussi les aspects étymologiques. C'est bourré de culture, c'est vraiment passionnant. Puis un autre bouquin qui n'est pas moi, j'ai la pub du musée, avec Curiosité minérale, qui présente nos minéraux et qui vous donne un goût de cette collection qui est présente à l'École des mines. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, J'ai à peu non, près c'est très respecté bien. l'horaire. Ouais, C'est c'est à peu près parfait. ça.